Durablement Vôtre, l'entretien quotidien avec des femmes et des hommes de Lorraine et d'ailleurs, engagés dans une démarche de développement durable dans la sphère écologique, économique ou sociale. Lorsque parfois leur action se situe à l'intersection des trois sphères, elle ou il nous ouvre alors la voie d'un autre monde possible, vivant, viable et vivable. Durablement Vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Aujourd'hui, nous évoquerons le bois, les arbres, les maisons et plus particulièrement les maisons dans les arbres. Qui d'entre nous n'a pas déjà rêvé d'habiter là-haut, au milieu de la canopée, dans les branches et plus près du ciel ? C'est en tout cas l'aventure de trois jeunes créateurs, ingénieurs diplômés de la prestigieuse École nationale supérieure des technologies et industries du bois, l'ENSTIB d'Épinal, dans les Vosges. Une aventure qui allie leur passion du bois, de la forêt et l'envie d'entreprendre. Autant dire que l'émission d'aujourd'hui sera, pour le moins, perchée. Avec nous, l'un des trois cofondateurs de la société Il était un arbre. Éric Mutschler, Durablement Vôtre. Florent Cordonnier, bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir au siège de la société Il était un arbre, ici à Chavelot, un peu au nord d'Épinal, dans les Vosges. Une entreprise que vous avez créée avec Gaëtan Pézan et Simon Mussili en septembre 2014. Oui, tout à fait. Donc on est implanté là dans les Vosges. On a lancé ça à 3. Malheureusement, on n'est plus que 2 pour le moment. Gaëtan nous a quittés pour repartir un petit peu vers sa Normandie natale. Donc voilà, on est implanté dans les Vosges donc depuis 2014, fin 2014, sous le statut de couveuse entreprise. Et puis on est une entreprise qui fait de la construction de cabanes perchées dans les arbres, d'habitats bois insolites, maisons enterrées, maisons flottantes, tout ce qui concerne la construction un tant soit peu insolite. Et pour construire des maisons dans les arbres, il faut d'abord des arbres. Je m'appelle Francis Allais. J'ai passé ma vie en forêt à regarder naître, vivre et mourir les arbres. Je voudrais, avant qu'il ne soit trop tard, vous faire partager ce voyage de toute une vie, l'histoire des arbres, des grandes forêts des tropiques. Il y a dans chaque graine la promesse d'un géant. Mais il va lui falloir des siècles pour rejoindre le ciel. On les croit immobiles, mais les arbres sont de si grands voyageurs qu'ils traversent même les océans. On les croit silencieux, mais ce sont de si grands séducteurs qu'ils sont même capables de charmer les nuages. Il y a des millions d'années, nous sommes nés là, dans les plus hautes branches de la canopée. Mais nous l'avons oublié. Durablement Vôtre, Éric Mutschler. Extrait de la bande-annonce du film documentaire Il était une forêt de Luc Jacquet, sorti en 2013. Luc Jacquet, par ailleurs, réalisateur du film La Marche de l'Empereur. Expliquez-nous en quelques mots, Florent Cordonnier, ce qu'est une forêt primaire, le sujet de ce film Il était un arbre. Alors une forêt primaire, c'est une forêt qui n'a jamais connu d'exploitation par l'homme, donc qui est dans sa forme naturelle, qui n'a jamais connu de transformation, en tout cas par l'homme. On en trouve encore en Lorraine et dans les Vosges en particulier. En France, il me semble qu'il y a de moins en moins de forêts primaires. À mon avis, il n'y en a même plus du tout, parce que tout a plus ou moins été, en tout cas, exploité, ou en tout cas un petit peu retravaillé par l'homme, que ce soit par des chemins d'accès, des sentiers, des choses comme ça. Il était un arbre, Florent Cordonnier, avec des maisons, des cabanes, et de façon générale, tout type d'habitat insolite. Qu'est-ce qui attire aujourd'hui les gens vers ce genre de construction ? Il y a l'évasion déjà, cette évasion-là, parce que on parle de cabane perchée, donc on est sur aussi le rêve qu'on avait quand on était gosse, un peu de construire ça en l'air, dans les arbres. Vous avez, vous, gamin, construit les cabanes dans les forêts, dans les arbres ? Oui, j'en ai fait, mais je pense que j'en faisais pas assez, parce que chaque fois on était un petit peu contraint par la hauteur, par les parents aussi, qui n'étaient pas toujours tout à fait d'accord. Donc je pense que voilà, c'est une petite revanche là maintenant, actuellement. Donc voilà, il y a ce rapprochement à la nature qui est de plus en plus important. L'évasion, on vient dans la forêt pour retrouver un peu son rythme, s'évader, se rapprocher de la nature, mieux comprendre un petit peu l'environnement qui nous entoure, et puis la hauteur, je pense que... Alors les maisons, parce qu'il s'agit également de maisons sur mesure,
Vous allez jusqu'où? Je parle en altitude, bien sûr, Florent Cordonnier. On est censé pouvoir monter jusqu'à 20-25 mètres, sachant qu'on est, ça c'est sur les plus hautes. Il me semble que la plus haute de France et du coup d'Europe se situe à 22,50 mètres, il me semble. Donc ça fait déjà haut. On avait prévenu que ce serait perché. Oui. Donc c'est vrai que ça fait déjà sacrément haut. Lorsqu'on parle de maisons perchées, maisons dans les arbres, Florent Cordonnier, la première des choses qui vient à l'esprit, c'est: est-ce que ça ne pose pas aussi de problème et est-ce que ça ne mutile pas les arbres finalement? Alors c'est la grande question aussi, ça a fait l'objet d'un rapport de fin d'études qu'on a fait avec Simon. C'est ce qui a un peu motivé le lancement de l'entreprise d'ailleurs, parce qu'on a tellement le nez dedans qu'on trouvait ça hyper intéressant. Donc on a pas mal discuté avec l'ONF, avec l'INRA aussi, le Centre National de Recherche en Agronomie de Nancy, justement. Et l'ONF, l'Office National des Forêts. Tout à fait, pour savoir justement qu'est-ce qui était possible de faire sur l'arbre, jusqu'à quel point on était capable de construire quelque chose dessus. Et finalement, l'ONF avait déposé, breveté en tout cas, une technique de perçage de l'arbre. On ne vient pas ceinturer l'arbre comme on voit d'habitude dans les parcs d'acrobranches ou les parcs de cabanes, mais on vient en fait percer l'arbre, mettre une tige filetée à l'intérieur de l'arbre. Je ne vais pas trop rentrer dans les côtés techniques, mais pour permettre à l'arbre de continuer à grandir sans souci, quoi. On oublie souvent que les arbres poussent en fait par l'extérieur et que le bois au centre est finalement du bois mort. J'imagine que vous n'aimez pas trop cette expression, mais c'est un peu ça quand même. C'est tout à fait ça. C'est vrai que bois mort, généralement, ça réfère à du bois pourri, mais c'est vrai que les 3/4 de l'arbre sont constitués de cellules mortes. Donc ces cellules mortes ne grandissent plus. C'est vraiment que l'aubier à l'extérieur qui continue à pousser. Et du coup, quand on vient percer cet arbre-là, finalement, on vient impacter seulement une partie des cellules vivantes, étant donné que les 3/4 de l'intérieur de l'arbre sont mortes. Et du coup, un peu comme une poutre finalement, tout à fait, voilà. Sur laquelle on vient se fixer. C'est ça. Et en fait, autour de cette poutre-là, il y a un petit peu de cellules vivantes qui permet à l'arbre de continuer à grandir et d'alimenter tout l'arbre et ses branches en sève. Voilà. D'où l'importance précisément de ne pas ceinturer, comme vous le disiez, Florent Cordonnier, comme on le voit malheureusement quelquefois, y compris dans les jardins, mais aussi dans les centres accrobranches, qui là, pour le coup, forment un véritable garrot autour de l'arbre. C'est exactement cette définition-là, c'est un garrot, et ça empêche, en fait, ça tue toute la couche cambiale, qu'on appelle, qui permet à l'arbre de grandir. Donc une petite pression sur cette couche cambiale la fait mourir, et du coup, effectivement, si on vient accrocher une cabane de plusieurs tonnes sur l'arbre, on a énormément d'efforts à cet endroit-là. Et puis le problème, c'est que du coup on fait un garrot et toute la sève qui s'est chargée en sucre par le soleil redescend à ce niveau-là et elle est bloquée un peu par ce ceinturage-là, et tous les sucres-là ne vont plus aux racines et du coup on a un affaiblissement de l'arbre. Et voilà, cours de biologie des arbres avec vous, Florent Cordonnier. Mais on voit quelquefois dans la nature que les arbres savent se défendre. On trouve des fois des vieux fils de fer enserrés précisément dans un arbre qui a réussi à l'englober finalement. Ah mais tout à fait, non, mais ils savent très bien se défendre, et puis dès qu'ils ont une blessure, généralement ils arrivent à envoyer les signaux nécessaires pour réparer ça. Le problème, c'est que quand on vient fixer une cabane dans un arbre, on lui apporte une charge quand même assez importante. Et l'arbre est quand même support de la cabane pour 10, 20, 30 ans. Alors précisément, deuxième question, Florent Cordonnier, est-ce que ça tient? Vous allez me dire bien sûr que oui. C'est vrai que les pépères sur lesquels on s'accroche ont la ressource nécessaire pour tenir, il n'y a pas de souci, ils sont capables de prendre des sacrées tempêtes. Donc ils résistent. Nous, le poids qu'on leur apporte en plus, on leur apporte une petite prise de vent supplémentaire, donc c'est une petite gêne supplémentaire, mais techniquement on n'impacte pas trop, ils sont quand même hyper costauds. Les Vosges, territoire à dominante rurale et forestière, pour autant vivant, pour peu que l'on s'en donne la peine. Et l'homme dont on va parler ce soir, c'est tout ce que j'aime. C'est un vrai maire rural. Les ruraux en France, on les voit très très peu. On les comprend très mal. Ils sont extraordinairement malmenés par l'État français. Et l'homme qui va rentrer, pour moi, c'est un des héros du monde des maires ruraux. Il vient des Vosges. Il y a un certain nombre d'années, il a pris son village. Quand il est arrivé, il y avait 200 personnes. C'était un village vieillissant. Dans l'école du village, qui était au bord de fermer, il restait 9 enfants. Il y avait une grande partie des bâtiments qui étaient détruits. Aujourd'hui, il a quasiment doublé sa population. Aujourd'hui, il y a plus de 90 enfants. Il y a 3 classes. Ils ont ouvert une maternelle. Il va vous dire tout ce qu'il a construit. Ça veut dire qu'au fond d'une vallée des Vosges, à 25 km d'Épinal, quand il y a des maires ruraux qui se battent pour nos territoires,
on redevient un pays vivant, un pays qui fait des gosses, un pays qui ouvre des écoles, un pays qui exporte dans le monde entier. Il s'appelle Michel Fournier, et des Michel Fournier, il y en a des milliers en France. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Dans l'émission Folie passagère du 16 mars 2016, présentée par Frédéric Lopez sur France 2, le romancier Alexandre Jardin, auteur notamment du livre Le Zèbre, prix Féminin en 1988, présente Michel Fournier, le maire de Lévoivre, dans les Vosges. Et l'on comprend votre choix de cet extrait, Florent Cordonnier. Oui, tout à fait. Michel est quelqu'un d'assez extraordinaire, qui a réussi à redonner pas mal de vie dans son village et qui par le dynamisme local, parce que il est pas seul, ils font des choses ensemble avec toutes les agglomérations du coin, arrive à donner un peu de dynamisme dans le bois notamment, et puis pour les jeunes sur leur territoire, quoi. Alors on pourrait même se demander pourquoi, vous évoquez à l'instant le bois et les jeunes, Florent Cordonnier, pourquoi une société comme Il était un arbre n'est pas installée précisément à Lévoivre. Ça a été le sujet de discussion au départ, et le problème c'est qu'ils n'avaient pas de bâtiment là-bas pour nous accueillir, bâtiment suffisamment grand pour le moment. Il fallait le fabriquer en bois peut-être. Ça a été aussi l'objet de discussion, mais c'est vrai que c'est des choses quand même qui... Voilà, ça coûte de l'argent aussi, et puis il y a des bâtiments qui ne sont pas utilisés un peu à certains endroits, donc il faut, avant de reconstruire du neuf, il faut occuper ceux existants, quoi. Vous avez une attention particulière, Florent Cordonnier, pour le bois, notamment en raison de son envergure locale, précisément ici dans les Vosges. Ouais, les Vosges, c'est une terre de bois, donc on est censé y trouver toutes les ressources nécessaires pour nous, nos cabanes en bois, donc ça va de la simple poutre jusqu'aux éléments un peu plus travaillés. Et donc on a besoin, nous, pour nos constructions, de tout ce qu'il y a dans le coin. On a des très bons artisans, on a des très bons scieurs, voilà, on a la troisième transformation du bois qui est ici présente dans les Vosges, donc c'est important. On a des bois de qualité et on a des professionnels de qualité, donc. Et puis on oublie aussi que, contrairement au béton, le bois constitue aussi un piège à carbone. Ah oui, tout à fait, on essaye... En utilisant du bois, finalement, on utilise un élément qui piège du carbone et qui par sa démarche aussi, est plus écologique. Si on utilise du bois local, ça veut dire aussi qu'on utilise du bois qui pousse localement, donc on ne transporte pas autant ces matériaux-là, donc on a aussi un bilan carbone sur l'ensemble de l'exploitation qui est plus faible, quoi. Donc nous, nos maisons, techniquement, utilisent moins de carbone pour leur fabrication. Est-ce que ça veut dire, Florent Cordonnier, que les maisons que vous fabriquez au sein de votre société Il était un arbre proviennent tous exclusivement des Vosges ? Pour le moment, effectivement, là, tous nos matériaux proviennent des Vosges. On a notre bois structure qui vient plus de Corcieux, donc c'est dans les Vosges. On a notre bois plus au niveau des parements extérieurs, ce qui est bardage, qui est lambris intérieur, parquet, plus terrasse qui viennent de Ramonchamp, donc tout près aussi. Et puis en couverture, on utilise souvent du Tavaillon chêne. C'est un scieur de chêne local qui nous fournit ça. Donc c'est vrai que même nos menuiseries, nos fenêtres, nos portes viennent d'un fabricant de fenêtres justement au Tauly. Donc on est assez local. Donc effectivement, il y a des choses, par exemple le filet de sécurité, des choses comme ça qui ne viennent pas des Vosges, mais dans l'ensemble, ça vient des Vosges ou de Lorraine, quoi. Cette démarche d'économie locale que l'on pourrait presque qualifier de relocaliser, Florent Cordonnier a fait partie dès le départ du projet Il était un arbre. Je pense que c'est évident. On a vraiment envie de donner ici un petit peu d'élan. Après, à notre mesure aussi, on ne fait pas énormément de maisons par an non plus, donc on ne va pas relancer l'économie à nous seuls. Mais c'est vrai que pour nous, c'est important au niveau de la démarche d'aller voir des professionnels dans le coin qui savent faire et qui font des produits de qualité avec du bois du coin. Et ça nous permet d'avoir une relation un peu particulière avec eux, étant donné qu'on est à une demi-heure maximum quasiment de chacun des fournisseurs. Donc s'il y a un souci, on peut aller les rencontrer. Ça crée de la confiance avec eux, avec nous. Ils savent aussi qu'on porte un projet local. Donc c'est intéressant. Voilà. Comment a été accueilli le projet précisément par les professionnels, vos fournisseurs, vos partenaires, lorsque, à l'époque, 3 jeunes, bien qu'ingénieurs, débarquent en disant voilà, on va construire comme ça des maisons perchées dans les arbres, c'est Florent Cordonnier? Au départ, c'était marrant. Je pense qu'on ne nous a pas forcément pris au sérieux au départ, parce qu'effectivement, le cursus ingénieur forme pas forcément des manuels expérimentés, ce qu'on n'est pas forcément, donc on a appris au fur et à mesure, et avec des gens qui nous ont épaulés pas mal pour
pour être meilleurs. Mais c'est vrai qu'au départ, on a dû un peu leur prouver qu'on était capable de faire une construction. Et du coup, on avait participé il y a 2 ans au Salon Bois et Habitat d'Épinal, pour lequel du coup on avait l'attraction phare du salon. On avait construit à l'intérieur du salon une cabane entière, ronde, dans laquelle les gens pouvaient venir, que les gens pouvaient venir visiter. Il y avait une petite terrasse, donc on surplombait tout le salon. Et en fait, pour ça, on était allé voir tous les fournisseurs locaux, voilà, et on leur avait dit, ça serait intéressant de nous aider un peu pour les matières premières. On vous fait de la pub en contrepartie. Et puis finalement, maintenant, tous ceux qui nous ont suivis à l'époque dans cette construction-là sont nos fournisseurs principaux pour le moment. Donc Est-ce qu'il y a aussi une manière de protéger l'appellation, comme on l'a pour le vin, par exemple, ou les fromages? Est-ce qu'il y a une manière, j'imagine que oui, Florent Cordonnier, de protéger ou de garantir en tout cas la qualité des bois et l'origine des bois? De toute façon, en Europe, il y a 2 labels, il y a le PEFC et le FSC. Le PEFC a fait l'objet dans une émission là, de France 2, a été un petit peu critiqué, mais c'est vrai que c'est des labels, notamment, et le FSC, qui permettent de garantir un peu plus la provenance et l'exploitation, bien ou pas, des forêts. Sinon, au niveau local, on est plus sur une labellisation du bois de résineux, c'est même pas un label, c'est une marque Sélection Vosges, qui permet normalement de garantir que le bois qui est utilisé pour les bois vendus par les scieurs est d'origine vosgienne. La forêt, ressource économique pour les Vosges, bien sûr, mais il y a aussi incontestablement de la poésie dans les arbres. On ressent comme une coupure dans la nuit, comme un rêve. On oublie les coups durs de la vie, comme une trêve. C'est un phénomène puissant, je ne te parle pas d'inspiration, mais d'un souffle plus profond comme une seconde respiration. On voit et on entend l'encre devenir vivante. On goûte et on sent la saveur d'une rime errante. On touche du doigt l'instant qui nous enveloppe de sa puissance. C'est sans cesse la renaissance de l'essence même de nos 5 sens. C'est le moment où on passe de l'autre côté des paysages. On sympathise avec le vent et on tutoie les nuages. Il fait jour en pleine nuit et il fait nuit en plein jour. Profite de cet instant, il ne durera pas toujours. C'est tout sauf une légende, on espère juste toucher l'instant. Les quelques secondes du poète qui échappe à l'espace-temps. Le moment où le voile se lève et la magie s'élance. Là où j'ai croisé Suleiman au bout du 6e silence. Si on n'a pas atteint le nirvana, on doit en être au seuil. Pourtant je suis simplement assis là devant ma feuille. Peut-être que cet instant n'existe que dans mon esprit et que je suis complètement mythomane lorsque j'écris. Mais laisse-moi mon stylo, y a pas moyen que je m'arrête. J'ai une envie d'écrire comme t'as une envie de cigarette. Et pour m'enlever ce désir, je te demanderai de repasser. Car tant que je pourrai écrire, je continuerai de penser. Que c'est tout sauf une légende, on espère juste toucher l'instant. Les quelques secondes du poète qui échappe à l'espace-temps. Les moments que l'on redécouvre, que l'on connaît plus ou moins. Tu l'as déjà touché, Jackie, j'en suis témoin. On a trempé notre plume dans notre envie de changer de vision. Prendre une route parallèle comme une furtive évasion. On a trempé notre plume et est-ce vraiment une hérésie de se dire qu'on l'assume et qu'on écrit de la poésie? Durablement vôtre, Éric Mutschler. C'était le slammer Fabien Marceau, alias Grand Corps Malade, avec ce titre « Toucher l'instant », paru sur l'album Midi 20, sorti en 2008. Vous, c'est le bois que vous aimez toucher, Florent Cordonnier? Oui, tout à fait. Bon, après, un Grand Corps Malade apporte aussi un peu de la poésie, et finalement, la construction, c'est aussi un petit peu de la poésie sous certaines formes, donc voilà. Donc voilà, pour autant, Florent Cordonnier, vous n'utilisez pas que le ciseau et alors je sais pas si le maillet, voilà, c'est le terme que je cherchais. Vous utilisez également beaucoup de technologies tout à fait modernes pour la conception de vos constructions. De plus en plus, la construction bois, maintenant c'est de la construction moderne, donc même pour la construction en général, ça fait appel à des chaînes de production quand même assez... on n'est pas au niveau de l'ameublement par exemple, mais c'est vrai qu'il y a des industries qui sortent beaucoup de maisons par jour et qui sont de plus en plus robotisées. Nous, à notre échelle, on est plus sur de la machine finalement traditionnelle, en tout cas pour la conception, mais on essaye, avec les techniques qu'on a apprises à l'école, d'améliorer un petit peu la production, d'augmenter un peu la rentabilité, de faire des économies, améliorer un peu les temps de fabrication, les temps de pause, sans pour autant impacter sur le produit, donc en faisant un produit de qualité, et puis finalement assez technologique. Et puis on développe pas mal justement par le biais de l'ENSIB et par le biais de son réseau, des dispositifs. Par exemple, on a un dispositif de scan de l'arbre laser, ce qui nous permet en fait d'implanter directement l'arbre en 3D dans nos ordinateurs.
vu qu'on maintenant on dessine sur ordinateur, en tout cas chez nous, et du coup ça nous permet de construire directement la cabane autour de l'arbre sur l'ordinateur, et ça nous permet d'éviter les aléas de chantier. Pour autant, c'est quasiment un travail d'architecture. Vous n'êtes pas pour autant vous-même architecte, Florent Cordonnier. Ah non, on n'est pas architecte. Alors sur certaines formes, sur certains designs, on les fait maison, hein. C'est des choses, voilà, on a des idées des fois qui nous passent par la tête, et vu qu'il n'y a pas trop de limites finalement dans ce type de construction-là, on peut se faire plaisir. Et puis derrière, hein, sur des projets un peu plus conséquents, un peu plus importants, ou en tout cas un peu plus phares, on fait appel à des designers ou architectes, parce qu'effectivement ils ont eux le sens un peu de l'équilibre, de l'architecture, la notion de proportion, un petit peu plus de finesse sur l'architecture que nous on n'a pas forcément, on est plus technicien, donc voilà. Alors on parle bien sûr beaucoup d'habitats perchés, mais vous fabriquez également des habitats flottants, voire enterrés, et puis des bains finlandais. Racontez-nous, Florent Cordonnier. C'est un petit peu pour... voilà, on n'a pas encore construit une maison flottante, mais c'est vrai que c'est un peu dans l'idée, on est en train de justement développer les concepts pour se dire que l'arbre, la cabane peut pas seulement aller dans l'arbre, mais aussi peut se décliner plus dans la terre, un peu dans le type d'habitat Hobbit, ou bien plus sur l'eau. Et puis un peu, voilà, nous il faut qu'on s'adapte plus ou moins à ce que veulent plus ou moins les personnes. Si elles ont envie de s'évader sur l'eau et de se laisser aller au gré des courants, voilà, c'est aussi notre rôle d'arriver à trouver une solution qui va là-dessus. Et puis on parle un peu d'évolution des utilisations. C'est vrai qu'il y a des gens qui aimeraient peut-être juste pas dormir dans l'arbre, mais aller prendre un bain chaud, un bain finlandais à 10 mètres de hauteur. Voilà, un bain chaud chauffé au bois dans un plein hiver vosgien à l'extérieur, ça peut être intéressant. Donc en fait on essaye de créer des nouvelles utilisations, et voilà, un peu pour rendre concret les rêves qu'on a pu déjà avoir, quoi. Au final, c'est sans limite en termes de créativité quelque part. Techniquement, c'est un petit peu sans limite. On est limité un petit peu par la technique, hein, mine de rien, au final. Mais c'est vrai que c'est aussi un petit peu pour ça qu'on est dans ce type d'aventure-là. C'est parce qu'on veut s'affranchir, se dégager complètement de l'architecture et la construction conventionnelle et faire des choses un peu folles, voilà, qui nous motivent, quoi. Et vous utilisez également, Florent Cordonnier, pour vos maisons, alors perchées essentiellement pour l'instant, dans l'entreprise Il était un arbre, des matériaux recyclés, mais aussi des matériaux, ce qu'on appelle aujourd'hui des matériaux biosourcés. Oui, tout à fait. Alors des matériaux biosourcés, notamment au niveau de la laine de bois, pour le moment qu'on utilise, voilà, c'est de la fibre de bois qui a été recompactée. On en parlera, mais il y a une usine juste à côté de chez nous qui fait par exemple ce type de matériaux-là. C'est vrai que derrière, on est en train de justement devoir pencher un peu plus vers l'isolation en paille, éventuellement aussi si les clients le souhaitent. Enfin, des clients, j'aime pas trop ce terme-là, mais. Puis, pour quelle raison vous n'aimez pas ces termes de clients ? Non, mais disons que ça fait un rapport avec l'argent et le business, et c'est vrai que nous, c'est plus un échange. Il y a forcément une notion d'argent derrière sur les constructions qu'on fait, mais. Voilà, c'est plus un échange. Et puis, effectivement, des nouveaux matériaux qui sortent, comme de la laine de mouton, hein, qui a été, ou du coton qui vient de jeans recyclés. Voilà, il y a plein de choses maintenant qui sont disponibles pour faire des habitats de plus en plus sains. Alors, j'imagine que utiliser la paille pour de l'isolation perchée sur un arbre, combien pèse une maison perchée ? Alors, j'imagine bien sûr que ça varie en fonction de la taille de la construction. Une cabane, c'est pas le même poids qu'une villa au sommet des arbres, mais en moyenne, voilà, ça pèse combien une maison perchée ? On doit être sur une maison perchée autour de 4-5 tonnes, étant donné que voilà, plus on est perché, et quand on est perché, on met des matériaux plus légers aussi, et là, ça va être toute une notion de calcul, un peu de savoir qu'est-ce qu'on est capable de mettre dessus ou pas. Il faut alléger au maximum la structure. Dès qu'on est sur pilotis, pour le moment, celles qu'on a faites sur pilotis sont, voilà, on n'a pas vraiment de limite de poids, quoi. Dire que le bois est au cœur d'Épinal dans les Vosges n'est pas vraiment une image. Il a toujours grandi en silence, le bois, qui a pourtant tant à raconter. Alain Stib, universitaire, enseignant-chercheur, étudiant, élève-ingénieur partagent tous une même conviction. Matériaux renouvelables et énergie alternative, le bois permet de construire un monde qui garantit développement durable, économique et équité sociale. Si le bois a accompagné l'homme depuis la nuit des temps, il se révèle chaque jour un matériau plus fascinant et une ressource insoupçonnable dans la construction, dans les nouveaux matériaux biosourcés, dans l'énergie,
dans la chimie verte, dans la santé et jusqu'aux objets du quotidien. Durablement vôtre, Éric Mutschler. C'est extrait d'une vidéo de présentation de l'ENSTIB, l'École nationale supérieure des technologies et industries du bois à Épinal, de renommée internationale, réalisée en 2015, pour nous dire la dynamique générée autour du bois en Lorraine, Florent Cordonnier. C'est vrai que le bois a souvent cette image un peu vieillotte et finalement il y a énormément de choses qui se passent dans le bois, notamment ici on a un pôle de recherche assez important sur les Vosges, donc à l'ENSTIB. Et puis c'est vrai que de plus en plus de choses sont faites dans le coin. On a l'ENSTIB, mais on a aussi une grosse papeterie à côté dans Norskog qui fait la papeterie qui a aussi une renommée assez mondiale. On a des constructeurs bois un peu partout, hein. On est quand même une vallée du bois, enfin une vallée, une région du bois. Et puis on a aussi Pavatex qui fait des isolants biosourcés justement à côté de chez nous. Donc il y a une vraie dynamique dans les Vosges autour du matériau bois. Et puis c'est vrai que l'ENSTIB, c'est un pôle de recherche qui est assez envié parce qu'on a dans tous les types de domaines, c'est-à-dire ça va de la construction avec des chercheurs qui sont reconnus au niveau de la construction bois, au niveau du calcul des assemblages, de la calcul des structures, de l'évolution des structures dans le temps, jusqu'à la chimie du bois avec l'invention d'isolants directement faits à partir d'éléments bois, donc à partir des tanins. On a le soudage du bois aussi, voilà, il y a la construction, toute la partie thermique des bâtiments aussi, toute la partie production et productique du bois, donc tout ce qui est un peu l'amélioration des cycles de production dans les usines qui font en scierie, dans les usines de production type meubles, ameublement, voilà, jusqu'à vraiment la chimie du bois, quoi, et l'utilisation de ces molécules. Dans la vidéo de présentation de l'ENSTIB, dont on entendait tout à l'heure un extrait, Florent Cordonnier, on s'aperçoit finalement de la haute technologie utilisée à l'École nationale supérieure des technologies et industries du bois, à l'ENSTIB. C'est vrai qu'on a un peu l'image du bois où on se dit, voilà, on taille une poutre et puis ça s'arrête là. Et visiblement, il y a de nombreuses applications. Et vous parliez à l'instant du soudage du bois. J'aimerais que vous nous expliquiez ce concept même. Le soudage du bois, c'est un peu particulier, ça a été inventé à l'ENSTIB et en fait c'est tout simplement on vient prendre deux morceaux de bois et puis on vient les frotter l'un sur l'autre, on crée des micro-vibrations entre les deux et du coup la zone de contact au milieu des deux bouts de bois chauffe et puis il y a un composant qu'on appelle la lignine qui est à l'intérieur du bois qui est le composant qui apporte la résistance au bois, hein, qui fond et qui vient s'agglomérer finalement avec la lignine du bois qui est juste en dessous. Et puis, une fois qu'on arrête de chauffer, tout ça refroidit et puis on lui confère finalement la même résistance qu'un bois qui était entier, un morceau. Quoi. C'est un peu ce que fait la nature finalement. Je me souviens moi de mon grand-père lorsqu'il choisissait dans la forêt un manche pour sa hache, eh bien choisissait déjà des morceaux préconfiguré par la nature finalement, et on sait aussi que les constructeurs de bateaux au Moyen-Âge utilisaient les formes naturelles des arbres pour fabriquer la charpente des bateaux. C'est un peu ça aussi l'idée finalement. Oui, c'est un petit peu ça l'idée, et puis c'est vrai que c'est important de pouvoir utiliser les morceaux de bois déjà préfaits, parce qu'en fait on a un sens de la fibre du bois qui va nous permettre d'augmenter un petit peu les propriétés du bois dans certains cas. Donc c'est vrai que quand on peut utiliser des branches déjà courbes, ce qui est de plus en plus rare quand même, c'est vrai qu'à travailler après c'est plus compliqué, et puis on n'a plus la patience des anciens pour tailler les bouts de bois à leur façon, quoi. Est-ce qu'il y a aujourd'hui dans les Vosges, est-ce qu'on peut parler de politique locale de valorisation du bois, Florent Cordonnier? Alors les politiques locales sont très présentes, elles sont très dynamiques autour de ça. Donc il y a, on va citer Terre de Hêtre, qui est donc une marque du pays d'Épinal. Terre de Hêtre qui vise, c'est un pôle d'excellence rurale, hein. Ils ont eu justement des aides de l'État par rapport à ça pour développer le bois, la construction bois, et notamment la construction en bois de hêtre et l'utilisation du hêtre, parce que finalement le hêtre c'est une ressource locale qui est trop peu exploitée pour le moment, en tout cas pas à sa juste valeur, et du coup vraiment et c'est des organismes qui essayent de justement développer le bois et son utilisation. Et du coup, ça implique que nous, on est aidé énormément donc, par le pays d'Épinal, par la Maison de l'Emploi, par l'ENSTIB aussi, pour développer notre entreprise. Ils estiment que avoir des jeunes qui veulent lancer leur entreprise là, ça peut peut-être, c'est un risque à prendre un peu pour la suite, et que ça peut peut-être développer un petit peu le bois, développer des emplois plus tard. Donc on est, nous, énormément soutenus par ces organismes-là, de façon logistique, mais aussi de façon un petit peu financière. Donc de façon
façon financière. Donc sans ça, si vous voulez, nous on ne pourrait pas produire pour le moment ce qu'on produit. Et c'est une énorme aide. Ouais. Et pour l'instant, la société en couveuse, pour l'instant, mais on sait que tout ça va éclore, bien sûr. Pour l'instant, il était un arbre. Ce sont aujourd'hui vous deux, Florent Cordonnier et Simon Mussili. Oui, tout à fait. Alors, on n'est pas vraiment une entreprise créée, on est une entreprise sous couveuse, c'est-à-dire qu'on dépend du numéro de SIRET d'une autre entreprise qui est située justement à Nancy, qui nous donne le statut juridique. Et puis, donc on appelle ça une couveuse entreprise. Donc, c'est le juridique à Nancy. À Épinal se situe plus la couveuse un petit peu, on va dire, matérielle, puisque c'est eux qui nous apportent un peu, le pays d'Épinal qui nous apporte toutes les ressources, les bâtiments qu'on a, les locaux dont on a besoin. Et puis, à l'ENSIP, c'est un peu la troisième patte, qui nous permet d'utiliser encore ces machines jusqu'en novembre prochain, donc sur toute la durée de l'incubation, parce que effectivement, nous, investir dans des machines fixes, c'est compliqué au niveau finance, donc on peut utiliser leurs machines. Florent Cordonnier, vous connaissez l'expression « on n'est jamais mieux servi que par soi-même » ? Alors notre entreprise, c'est Il était un arbre, donc on est avant tout 3 copains issus de l'école d'ingénieurs de construction bois d'Épinal. Alors cette volonté d'entreprendre, elle a été régie par plusieurs choses. Déjà la volonté entrepreneuriale de créer quelque chose à soi, de bâtir quelque chose ensemble, une histoire entre copains, et le tout dans un contexte qui nous passionne, qui est la construction bois. Et en plus de ça, la construction bois, pas n'importe laquelle, la construction bois dans les arbres, donc sur un matériau vivant, qui va nous permettre de repousser des limites, d'imaginer des choses totalement encore impensées jusqu'à présent. Donc finalement, c'est une envie de la construction bois avec une dimension écologique finalement, parce que le bois, c'est un matériau biosourcé, complètement renouvelable. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Extrait d'une vidéo de présentation de votre aventure, la vôtre, Florent Cordonnier, avec à l'époque 2 de vos compères et néanmoins associés, Gaëtan Pézan, qui vous a depuis quitté, et Simon Mussili de la société Il était un arbre, réalisé en 2016 par une grande marque d'outils du bois. 4 minutes où tout est dit, ou presque, Florent Cordonnier. Oui, alors c'est marrant parce que ça fait quand même quelques mois maintenant que ça a été créé, donc on avait à l'époque pas des ambitions différentes, mais ça me fait rire de revoir un peu ces images-là, étant donné qu'on était au lancement de l'entreprise, qu'il n'y avait pas encore de réalisation à l'époque et qu'on n'avait pas encore autant d'équipements dans l'atelier, donc c'était, on avait des ambitions un petit peu différentes, mais finalement elles sont encore quasiment là, toujours présentes. Donc, voilà. Qui sont aujourd'hui les clients de votre société ? Il était un arbre, je rappelle, constructeur de maisons perchées, mais pas seulement, on va dire habitat bois insolite, Florent Cordonnier. Oui, alors c'est principalement des particuliers ou des professionnels, des particuliers qui veulent faire de la chambre d'hôte, du gîte, des particuliers qui veulent aussi des fois une maison pour eux, à l'arrière, une petite dépendance en plus, un petit peu insolite, ou plus du professionnel dans tout ce qui est parc de loisirs, parc d'hébergement ou des campings qui veulent se diversifier. Et puis des collectivités aussi. Ouais. Et puis il faut bien sûr les arbres qui vont avec. Ah, tout à fait. Alors pour le moment, on n'a pas eu la chance de créer des cabanes dans les arbres. En tout cas, perché vraiment qu'avec le perché dans l'arbre, avec juste comme support l'arbre. Mais effectivement, c'est difficile parce qu'il y a techniquement qu'1% de la population forestière en France qui serait capable d'accueillir une cabane. Pourquoi ? Parce qu'il faut des essences un petit peu particulières. On est sur du chêne, du hêtre, du mélèze, éventuellement du tilleul un petit peu, et puis de l'épicéa. Et puis il faut un diamètre assez important. Il faut que l'arbre soit assez solide et puis qu'il soit en parfaite santé. Et puis, est-ce qu'il y a des contraintes administratives particulières ? On sait déjà que c'est très compliqué, ne serait-ce que pour construire une maison, on va dire, normale ou conventionnelle, sur un terrain dit normal ou conventionnel. J'imagine que construire dans les arbres, c'est aussi compliqué, ne serait-ce que pour des problèmes, par exemple, d'assainissement. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'au niveau de la législation, c'est un petit peu flou parce qu'on est, quand on est dans un arbre, on ne sait pas si on empiète réellement au sol, à quel niveau. Donc, on a, en fonction du plan local d'urbanisme, des contraintes qui sont la demande d'un permis de construire, une autorisation de travaux, ou voilà. Et chaque fois, il faut s'adapter plus ou moins parce que les plans locaux d'urbanisme, les PLU, sont pas tout le temps les mêmes. Et puis, des fois, c'est plus léger. Quand on crée un parc résidentiel de loisirs, par exemple, on a plus de liberté au niveau des constructions. Donc c'est un peu compliqué au niveau, en tout cas, de la législation. Et puis derrière, effectivement, quand on est perché dans un arbre, c'est plus compliqué d'amener les fluides, c'est plus compliqué de les évacuer aussi. Donc certains font le choix aussi, parce que finalement, on fait de l'habitat qui est quand même confort, c'est-à-dire qu'on fait de l'habitat isolé, qui comprend l'eau, l'électricité, donc vraiment tout confort. Mais quand on est dans des contraintes un peu trop élevées, on peut choisir des toilettes sèches, par exemple, ou d'éviter de monter l'eau
dans ces endroits-là. En fait, ça va être chaque fois la personne qui va, en fonction de ses besoins et de ses utilisations pour la location, va un peu donner le cahier des charges. Et puis voilà. Mais après, tout est possible. Hein. S'il faut monter l'eau à 20 mètres, on peut monter l'eau à 20 mètres. Alors, vous fabriquez, Florent Cordonnier, des maisons perchées. Est-ce que vos clients sont eux-mêmes un peu perchés? Ça dépend. Alors, il y a deux types de clients. Les particuliers, des fois, un peu plus, parce que ça rappelle plus la nostalgie, les rêves de gosse, et puis l'envie d'avoir quand même de l'habitat bois un peu sympa, la cabane ou de la maison bois. D'autres sont un peu moins perchés, parce que derrière, sur des parcs, en tout cas, il y a une logique économique derrière, et parce qu'en ce moment, c'est la mode aussi. Donc, on sait que des parcs de cabanes, à partir de 4-5 cabanes, quand c'est bien géré, c'est rentable au bout de 3 à 5 ans. Donc, c'est vraiment l'investissement immobilier qui est rentable. Donc, perché, mais les pieds sur terre quand même, quoi. L'un n'empêchant pas l'autre. Quel est précisément, puisque vous parlez de dimension économique, Florent Cordonnier, quel est le prix moyen d'une maison perchée? Ça va dépendre de l'accès, ça va dépendre de la difficulté, si elle est perchée ou pas, des types de finition. Donc là, je vais vous donner un prix on est entre 1000 et 2500 euros du mètre carré. Pour vous donner une idée, sur une cabane perchée à 4-5 mètres, on est de 20 mètres carrés, donc 15 mètres carrés intérieur, plus quelques mètres carrés de terrasse pour pouvoir mettre une table. On est autour de 40 000 euros, 40-50 000 euros. Donc c'est pas anodin, mais c'est vrai que finalement, vu c'est une maison, hein, finalement c'est les mêmes composants qu'une maison, c'est isolé, c'est étanche à l'air, enfin voilà, donc et parfaitement étanche à tout ce qui est pluie, humidité. Donc on est sur quelque chose de technologique, mais qui est condensé dans un petit volume. Donc au mètre carré, on est souvent assez élevé. Ouais. Mmh. Élevées comme les maisons que vous fabriquez, en tout cas lorsqu'elles sont posées. Il était un arbre a été fondé en septembre 2014. Peut-on aujourd'hui déjà parler de chiffre d'affaires et puis surtout, en vivez-vous, Florent Cordonnier? Pour le moment, on n'en vit pas personnellement, étant donné qu'on a des bourses encore du Pays d'Épinal qui nous permettent de payer au moins notre loyer et un petit peu à manger par mois. Derrière, on ne se tire pas de salaire parce qu'on fait le choix pour le moment de réinvestir un peu cet argent-là dans les machines pour s'équiper mieux et pour pouvoir mieux produire derrière. Et puis finalement, on a aussi un intérimaire en ce moment, puis on en avait 2 à l'époque, donc un menuisier et un charpentier. Et puis il faut bien les payer à la fin du mois. Donc derrière, voilà, il faut faire un choix aussi au départ. En tout cas, pour le moment, on ne se paye pas là-dessus, mais bon, c'est pour mieux s'équiper et pour mieux produire, quoi. Je ne sais pas si vous travaillez en musique, Florent Cordonnier, mais avec ça, en fond, vous pourriez. Yeah, the radio is on, but the signal is weak. We both know the song way down deep. It doesn't matter if we talk, 'cause talk is cheap. There's so much the eyes say that we don't speak. I know I'm not supposed to think about you. I know, act natural around you. I know I'm not supposed to think of your thirsty rose. Yeah, I know oh. We both know it's wrong, but we're just dancers. We know the song, we know the answers. So we both sing what we both know. And when the song is over, we go home. I know I'm not supposed to think about you. I know, act natural around you. I know I'm not supposed to think of your thirsty rose. Yeah, I know oh. I'm not supposed to think of your thirsty rose. I know I'm not supposed to see when my eyes are closed, or run my hand across your skin real slow, or think of how we come together and explode. I know that when the song is over we go home.
I know that when the song is over, we go home. I know that when the song is over, we go home. I know that when the song is over, we go home. Eric Mutchler. Ça donne la pêche, We Go Home, du Canadien Adam Cohen, le fils de Leonard Cohen, tiré de l'album éponyme sorti en 2014. Pour autant, votre home à vous, Florent Cordonnier, c'est plutôt l'Alsace, et plus précisément la vallée de la Thur, dans le Haut-Rhin, non ? Tout à fait, vous êtes bien renseigné, ouais, tout à fait. Je suis né là-bas dans la vallée, comme on dit, et du coup j'ai fait un peu mes études. Enfin, je suis parti en bac général, et puis je me suis rendu compte que j'avais envie de travailler un peu plus le bois de mes mains et de faire quelque chose d'un peu plus, en tout cas visuel. Du coup, Et d'où ça vous vient précisément cet attrait Alors on sait que la vallée de la Thur est très boisée. Est-ce que c'est en lien ? Est-ce qu'il y a des antécédents familiaux pour cet attrait pour le bois ? Disons que mon père est forestier, donc ça a peut-être aidé un petit peu. Il voulait faire dans ce jeune âge, il voulait faire ébéniste aussi, donc peut-être qu'il m'a essayé de me transmettre ça un peu de façon mais du coup oui, ça aide. Et puis finalement on est une région assez boisée, on a beaucoup de charpentiers, beaucoup de menuisiers chez nous, donc c'est vrai que c'est mine de rien, c'est pas anodin quoi, mais voilà. Et puis du coup j'ai décidé de faire quelque chose de mes mains, et je suis parti plus dans le Jura, dans une école au lycée du Bois de Mouchard, donc j'ai fait ma terminale là-bas, ma première terminale, mon bac technique, et je suis reparti après plus sur un BTS SCBH, donc qui est spécialisé dans la construction bois. Donc c'est un lycée assez réputé, donc ça m'a permis de bien bosser et de pouvoir intégrer après l'ENSTIB par la suite à Épinal, quoi. Et l'ENSTIB, l'École nationale supérieure des technologies et de l'industrie du bois, dont vous êtes sorti ingénieur, ça représente combien d'années d'études après ? Alors là, vous êtes rentré après un BTS, et puis surtout, qu'est-ce qu'on y apprend ? Un BTS du coup bac plus 2, donc je suis rentré ces 3 années sur le cycle ingénieur, parce qu'on ne forme pas que des ingénieurs à l'ENSTIB, mais aussi des licences ou des masters. En tout cas sur le cycle ingénieur c'est 3 ans, et puis c'est vrai que du coup avoir une petite connaissance du bois, un peu des techniques, ça aide pas mal au départ. Donc on a ces forces là en plus sur la construction, mais par contre il y a plus de lacunes derrière sur tout ce qui est scientifique, mathématique, physique et chimie. Derrière on y apprend déjà d'avoir tous les outils nécessaires derrière à notre métier de plus tard. Donc comme on dit souvent, c'est une boîte à outils qu'on nous donne, donc plus tard en étant ingénieur dans une entreprise, on sait où on va pouvoir piocher les éléments de réponse, donc que ça soit sur la construction, comme dit, sur la chimie, sur la physique. On a des cours aussi de marketing, de comptabilité, on essaie d'avoir ils essayent de nous inculquer la plus grosse boîte à outils possible pour qu'on soit les plus polyvalents possible derrière. Est-ce que vous vous souvenez précisément, Florent Cordonnier, de l'instant où est née cette idée, ce projet de fabriquer des maisons dans les arbres ? Ouais, moi personnellement c'était dans un stage, mon premier stage de première année justement, où je voulais faire quelque chose d'un petit peu en marge à l'ENSTIB, et du coup je suis parti un peu plus d'1 mois dans le Jura chez un constructeur bois, Bertrand Etier, qui faisait de la cabane aussi à l'époque, et je me suis rendu compte qu'au niveau de l'originalité de ce que la cabane bois apportait, c'était chouette, quoi. Ça permettait de faire des choses particulières, des murs en biais, des toitures courbes, des murs ronds, et du coup ça m'a vraiment donné envie. Et je pense que Simon et Gaëtan avaient aussi un petit peu ces rêves de gosse derrière, et cette envie justement de créer des choses assez originales avec le bois. Et puis finalement l'ENSTIB nous a permis un peu de nous spécialiser là-dedans, et étant donné que toutes nos constructions sont différentes, il y a des formes différentes, mais du coup ça implique des conceptions aussi à chaque fois différentes. Et puis vu qu'on a une garantie décennale sur l'ensemble du projet, il faut qu'on puisse garantir derrière que ça marche bien. Donc un mur rond, il faut bien arriver à construire un mur rond, une toiture ronde aussi, et du coup ça demande des compétences derrière qu'on a acquis à l'ENSTIB derrière, donc c'est intéressant. Dans quel espace vivez-vous personnellement aujourd'hui, Florent Cordonnier, j'imagine, et ça serait logique, et voire même que ça s'impose. Allez, dites-moi, vous habitez dans les arbres. J'aimerais bien. Je pense qu'on aimerait bien, c'est vrai, mais on n'est pas des bons élèves là-dessus, vu qu'on habite pour le moment tous les deux en ville, en colocation, pas ensemble, mais chacun dans sa colocation respective, parce que mine de rien, l'habitat à Épinal n'est pas très cher, du coup on peut se permettre d'avoir à plusieurs un appartement
à partager. Et du coup, ça nous évite d'être au moins tout seul. On n'est pas dans les arbres, mais au moins on est à plusieurs et on partage des choses ensemble. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? Florent Cordonnier, cofondateur et associé de la société Il était un arbre, constructeur sur mesure de maisons perchées dans les arbres, installé à Chavelot dans les Vosges, c'est le moment de votre choix. On écoute. Bienvenue dans le monde merveilleux des affaires. Ce soir, on met les bottes et on part faire un tour en forêt. Cash vous emmène sur la piste des multinationales qui fabriquent les meubles de nos salons, le papier de nos livres et les cartons de nos emballages. L'un des géants de cette industrie, c'est Ikea, premier acheteur de bois sur la planète. Nous avons remonté les filières, enquêté en Europe et en Asie. Le trafic de bois illégal est évalué à 11 milliards de dollars, presque autant que la production de drogue dans le monde. Révélation sur un business opaque, avec des sous-traitants douteux. Nous avons aussi testé ces labels qui nous promettent un monde beaucoup plus vert. Le résultat est édifiant. Cet extrait de l'émission culte Cash Investigation, présentée par Élise Lucet, et plus précisément celle du 24 janvier 2017, intitulée Razzia sur le bois, les promesses en kit des géants du meuble, pour illustrer votre coup de gueule, Florent Cordonnier. Oui, tout à fait. Alors, c'est une émission qui nous a fait au départ pas mal rire parce qu'on s'est dit, tiens, encore une petite stigmatisation du bois quelque part. Et puis, c'est vrai que quand on écoute cet extrait-là, on a l'impression qu'on a affaire à du trafic de drogue. Voilà, c'est des sujets généralement un peu plus sérieux que ça. Et finalement, c'est des sujets quand même assez sérieux. Donc, ça nous a fait rire aussi un petit peu au départ. Mais finalement, on se rend compte que l'exploitation des forêts, ça a quand même une importance particulière, en tout cas dans le monde. Donc là où on n'est pas, je suis pas tout à fait d'accord, c'est que je trouve que ça décrédibilise un peu la filière bois. En tout cas, ça fait quelques amalgames et ça justement, ça fait de la stigmatisation sur le bois, alors que derrière, sur des politiques plus locales et sur des industries qui sont moins grandes que celles qu'IKEA, donc en tout cas les géants du meuble, ou voilà, on est sur quelque chose de plus local. Le bois, il faut y croire, c'est une ressource qui est locale. On peut faire des choses superbes en bois, des choses modernes en bois. On peut aller plus loin que la construction béton et métal en bois. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire et on n'est pas forcément dans ces logiques d'exploitation, de mauvaise exploitation, de trafic. Voilà. Donc c'est un peu mon coup de gueule par rapport à ça, parce que c'est vrai que l'exploitation du bois un peu partout dans le monde, c'est un problème. On est par rapport au label censé pouvoir acheter du bois, en tout cas qui a été géré durablement, mais bon, c'est vrai que tout le bois qu'on achète n'est pas forcément labellisé, donc principalement sur les problèmes de bois exotique, finalement nous on est content d'avoir, généralement les gens sont contents d'avoir des petites terrasses en teck, du bois exotique un peu partout, mais il faut savoir que derrière c'est plus ou moins bien exploité. Donc la solution finalement là, c'est de chercher un peu du bois plus local, qui a d'autres qualités, qui n'aura pas forcément les mêmes couleurs, mais qui sera aussi intéressant et qui lui sera géré durablement, parce qu'on a quand même des forêts en France qui est grandissante, elle pousse plus vite qu'on l'exploite pour le moment, donc il y a des choses à faire par rapport à ça. En même temps, on sait aussi l'usage des cols, on sait aussi que certains meubles sont plus constitués de colle et de sciure dont on fabrique soi-disant un pseudo-bois, et puis se pose aussi la question du traitement, Florent Cordonnier, non ? Ouais, par rapport justement à ces panneaux-là dans l'ameublement, on voit bien dans le reportage, c'est souvent des énormes beaux bouts de bois qui sont utilisés justement et broyés justement pour faire ces panneaux-là. Donc c'est vrai qu'à derrière, il faut réfléchir aussi à cette ressource-là, et on parle de plus en plus d'énergie justement avec des pellets, des petites plaquettes forestières, des choses comme ça. Donc il faut faire attention que le marché justement de ces plaquettes, de ces pellets, ne devienne pas trop important, parce que sinon on va finalement réduire du bois en poussière pour ces choses-là. Et puis vous faites aussi, on pourrait d'une certaine façon, en vous écoutant, Florent Cordonnier, faire le parallèle avec l'alimentation. Finalement, c'est un peu la même démarche. De plus en plus, aujourd'hui, les gens se préoccupent de ce qu'ils achètent et de ce qu'ils consomment, de ce qu'ils ont dans l'assiette. Est-ce que finalement, il ne faudrait pas avoir la même posture à l'égard du bois, tout simplement, et de se dire, mais lorsque j'achète un meuble, ne serait-ce qu'une étagère, d'où vient le bois ?
Tout à fait, mais je pense que c'est une prise de conscience, je pense qui va être de plus en plus généralisée parce que les gens sont intéressés par ça et parce que le bois local, ça veut dire qu'on passe aussi par des artisans locaux, qu'on fait vivre un peu ces personnes autour de nous et de savoir que ça a été fabriqué à la main ou en Chine, c'est quand même différent. Donc voilà, on est un peu plus sur cette démarche-là et je pense que oui, comme la nourriture. Sauf que la nourriture, le problème, c'est que ça agit directement sur la santé. Le bois, pour le moment, on n'a pas encore cette répercussion-là parce que ça ne nous touche pas directement. Mais c'est vrai qu'on a des problèmes quand on parle tout le temps du plombier polonais parce le plombier polonais, on a aussi justement ce menuisier ou charpentier polonais. Je fais un peu l'amalgame sur la Pologne, mais c'est en général les pays de l'Est qui nous fournissent du bois. Le prix en fait des constructions, ils nous envoient des constructions en kit toutes faites, que ça soit des tables mais aussi des chalets de jardin, et ces constructions là et ces chalets en kit qu'ils nous envoient, ils ont le même prix chez nous que le prix du bois. Donc en fait les gens peuvent pas concurrencer, les producteurs locaux peuvent pas concurrencer étant donné que nous il faut qu'on achète le bois et qu'on rajoute la main d'œuvre dessus. Donc il faut que les gens soient conscients de ça et puis envie de travailler avec des gens locaux. Voilà, ça sera plus cher mais bon, c'est le prix aussi du travail et des matériaux. En même temps, comment se fait-il que la France soit finalement, en ce qui concerne le bois, dans une posture quasiment tiers-mondiste où elle exporte ces billes de bois qui sont ensuite découpées en Chine et nous reviennent dans les magasins sous forme de planches? C'est assez simple étant donné qu'il faut évacuer le bois, notamment les billes de chêne et voilà. Les Chinois nous envoient des conteneurs, en tout cas, nous envoient des conteneurs là-bas, et il faut que les conteneurs reviennent généralement pas vides. Voilà. Donc en fait, on nous impose un peu d'envoyer ce bois là-bas. Sauf qu'une bille de bois, elle est vendue, elle est pas vendue très cher, et elle nous revient sciée et retravaillée, façonnée, alors que nous, ce façonnage, on peut le faire chez nous. Donc on gagnerait une valeur ajoutée sur notre bois et il éviterait de partir un peu comme ça, d'être gaspillé justement à l'exportation. Merci Florent Cordonnier pour cet entretien. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes cofondateur avec Simon Mussili de la société Il était un arbre, constructeur sur mesure de maisons perchées dans les arbres et d'habitats insolites, installés à Chavelot, au nord d'Épinal dans les Vosges. Pour en savoir plus, rendez-vous sur votre page Facebook. On peut également se mettre directement en rapport avec vous en vous écrivant à contact@iletaitunarbre.fr ou tout simplement venir vous voir à Chavelot. En tout cas, retrouvez toutes les informations sur votre site internet à l'adresse www.iletaitunarbre.fr. Si vous aimez la radio et si vous souhaitez occuper utilement un peu de votre temps libre, quelles que soient vos compétences, rejoignez l'équipe de bénévoles de l'émission Durablement Vôtre en écrivant à contact@durablementvôtre.fr.